La gauche est coupée en deux depuis un siècle, et c'est ce qui l'empêche de gagner. J'imagine que vous avez déjà en tête cette distinction entre les socialistes un peu mous du genou, genre François Hollande, on est dissuadé de le faire, et des communistes ou la France insoumise, regardez-moi ce gros imbécile, plus radicaux, voilà, qui voudraient bien taxer 100% de l'héritage au-dessus de certaines sommes, sans patate. des gens véritablement de gauche. Mais non, en quelque sorte une gauche caviar et une gauche radicale. Bien, au XIXe siècle, cette distinction s'applique, je pense, entre les socialistes, mais les socialistes de l'époque, en fait, c'est des gens qui sont vachement de gauche. C'est un peu nos communistes d'aujourd'hui, voilà, notamment Marx. Il n'existait pas véritablement de communistes, il n'y avait aucun parti qui s'appelait comme ça. Donc les socialistes du 19e siècle, ce sont des gens qui sont véritablement de gauche, c'est un peu nos communistes d'aujourd'hui. Ils veulent la collectivisation, ils veulent tuer les patrons. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. La fin du capitalisme, c'est cela. c'est cela, oui. Et à un moment, les communistes politiques émergent, j'ai envie de dire, c'est après la Première Guerre mondiale, création de l'URSS et le Parti communiste français est créé en France et dans plein d'autres pays européens à peu près en même temps. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut véritablement parler de communistes. Mais non! Avant, c'est vrai! Depuis que nous sommes en République démocratique fonctionnant en régime parlementaire, c'est-à-dire depuis 1870, la Troisième République, bien les partis se sont institutionnalisés. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas véritablement de partis. Il y avait un peu des groupes politiques qui étaient plutôt des alliances pour l'élection en fait. Donc les députés se regroupaient pour une élection sous une étiquette en gros. Mais il n'y avait pas après un parti, pas véritablement de consigne de vote. Ce qu'on imagine aujourd'hui comme un parti, il y avait très peu de ce genre de structure avec beaucoup de fonds. La distinction gauche-droite, elle existe depuis la Révolution française. Au départ, c'est genre Danton, Marat, voilà. Donc ça, c'est les Jacobins, hein, les vrais mecs de gauche, versus Condorcet et les Girondins, qui sont plus centristes et les monarchistes. Et cette distinction s'applique très bien au XIXe siècle, distinction gauche-droite. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au sein même de la gauche, il y a deux catégories qui sont presque irréconciliables, en fait, qui ne peuvent pas vraiment gouverner ensemble. Cependant, lorsque ces deux tendances de la gauche sont réconciliées, qu'elles sont même alliées pour les élections, eh bien elles gagnent. Et c'est assez rare, hein, mais ça arrive. Moi je le dis comme ça. Hein. Ces deux tendances de la gauche existent déjà au XIXe siècle. Il y a les libéraux plus modérés, nos socialistes d'aujourd'hui, versus ce qu'on appelle les socialistes d'antan, nos communistes d'aujourd'hui. Donc d'un côté, vous avez Jean-Luc Mélenchon, en gros, la CGT, Marx, Blast, Pierre Bourdieu. Ça, c'est les gens véritablement de gauche. Et de l'autre côté, la gauche caviar, François Hollande, voilà, Gambetta, Jules Ferry, la laïcité, etc. Cependant, elles ont un objectif commun, c'est de gauche, tout le long du XIXe siècle, c'est l'instauration d'une république démocratique et du suffrage universel. Le suffrage universel s'est fait en 1848, et la République démocratique, c'est en 1870, donc avec la Troisième République, et véritablement, lorsque les monarchistes ne sont plus au pouvoir, parce qu'au début de la Troisième République, c'est les monarchistes qui sont au pouvoir, qui veulent une république pour réinstaurer juste après une monarchie. À partir de ce moment-là, 1870, les deux tendances ont réussi leur objectif commun, et là, les différences vont s'exacerber. Ces deux tendances, avant 1870, elles sont regroupées sous le terme de libéraux. En fait, sous le terme de libéraux, on regroupe les gens de gauche, c'est-à-dire des républicains, des libéraux bonapartistes et des socialistes communistes, voilà, des gens qui en avaient, quoi. Ça pousse. Et ils font à peu près tous partie de l'opposition jusqu'en 1870. Donc les fins connaisseurs pourraient me répliquer qu'il existait une gauche monarchique, c'est-à-dire une gauche qui acceptait le principe de la monarchie. C'est Benjamin Constant en gros, mais c'est vraiment une exception par rapport au schisme qui est 1789, qui instaure la gauche c'est la République démocratique, la droite c'est la monarchie. C'est vraiment ça le 19e siècle. Donc mon propos va évincer cette petite exception. Accordez-moi ça. Qu'en est-il de la droite? Vous connaissez, enfin beaucoup de gens connaissent, les trois droites de René Raymond. C'est théorisé après-guerre, mais ça s'applique plutôt au 19e siècle, je trouve. C'est pour ça que je vais donner moi une autre partition de la droite française pour la 4e et la 5e. René Raymond, il identifie la droite légitimiste, c'est-à-dire contre-révolutionnaire, voilà, celle qui veut remettre les Bourbons au pouvoir. Vous êtes à votre combienième verre là? Ah bah là, j'ai arrêté de compter. De toute façon, je sais pas compter plus que 5, alors t'emmerdes pas. Après, il y a la droite orléaniste, qui est libérale, donc pour Louis-Philippe, la droite bourgeoise, quoi, en gros. Et la troisième droite, c'est évidemment la droite bonapartiste. Donc, vous voyez bien que ça se réfère plutôt au 19e siècle. Pour la 4e et la 5e République, il y a les quatre droites de Listosef. Et mon pote, les gaullistes, la démocratie chrétienne, c'est François Bayrou, en gros, ça a un peu disparu. Puis les libéraux, genre VGE ou Macron. Moi j'aime bien les cordons bleus là. Avec du menu enfant. Et le poujadisme, le pénisme. Il y a des différences entre ces quatre pôles, un peu de la droite. Et je pense qu'il y a une distinction transcendantale qui les partitionne et qui est un peu infranchissable. C'est entre ceux qui sont fascistes monarchistes et
ceux qui sont plutôt républicains. Encore que, aujourd'hui pourrait nous tromper, puisque on voit bien que cette frontière est poreuse. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. En fait, ça pourrait vraiment nous biaiser aujourd'hui, parce qu'on voit Macron qui tente d'imposer une tripartition de la politique française entre la NUPES, enfin la gauche, quoi, lui, hein, donc les libéraux macronistes, et le RN, c'est-à-dire les fascistes, quoi, ce qu'il appelle comme ça. Ce qui pourrait encore plus nous biaiser, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les fascistes sont puissants, ce qui n'était pas le cas, et ce qui n'a jamais quasiment été le cas jusqu'à aujourd'hui. Voilà, Jean-Marie Le Pen, avant, c'était 10%, quoi. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin, là-bas. Aujourd'hui, bon, la mère Le Pen, Sais-tu danser la carioca? Non. Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Alors que justement, ma partition entre gauche communiste et gauche caviar socialiste, elle est intéressante parce que ce sont deux gauches qui sont à peu près aussi puissantes électoralement. Sous la 4e, sous la 3e, et aujourd'hui, bon, vous verrez. Pourtant, elles s'interdisent souvent de gouverner ensemble. Dès 1870, c'est l'instauration de la République par Adolphe Thiers. Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe. Un rallié à la République, donc ce qu'on peut dire un républicain, donc plutôt un mec, on va dire de gauche, hein, accordez-le-moi. Et contre qui va-t-il se battre? Qui va-t-il exterminer? La commune, c'est-à-dire la gauche utopique qui en demande toujours plus. Alors même qu'on vient d'avoir une république, c'est quand même une grande avancée pour la gauche au XIXe siècle, et bien ils en demandent plus, voilà, donc les communards, voilà, c'est des proto-communistes, quoi. Il y a déjà cette distinction. Et donc Adolphe Thiers va massacrer que les communards, la commune. Comme je l'ai dit plus tôt. Plutôt c'est l'ami de Mickey. Mais non, plutôt c'est le chien de Mickey. Au départ de la Troisième République, ce sont les monarchistes qui sont au pouvoir, voilà, qui ont gagné les élections législatives. Ça va changer. Les républicains vont arriver au pouvoir. Donc là, c'est vraiment Gambetta, Jules Ferry, Waldeck-Rousseau, ce genre de mecs. Eh bien, sous les différents gouvernements donc, des républicains, il n'y a aucun socialiste à l'ancienne qui va intégrer ces gouvernements. En fait, par principe, pendant 20 ans, il n'y aura pas de participation socialiste à un gouvernement républicain. Ça se rejoue sous la 4ème République, puisque aucun communiste ne participera à un gouvernement, même de gauche, même SFIO, parti radical, quoi. Là, il y a bien cette séparation. L'espoir qui introduisait pourtant le XXe siècle, c'était le bloc des gauches. C'est une alliance pour les élections législatives de 1902, des trois gauches que sont le parti radical, c'est vraiment la gauche caviar, c'est limite le centre, les républicains, donc Gambetta, Jules Ferry, etc. Et, hop là, et les socialistes, Jean Jaurès, voilà, ce genre de mecs, la CGT, etc. À cette occasion, ils remportent les élections, mais dès 1905, la SFIO est créée. La SFIO, c'est la section française de l'Internationale ouvrière. C'est ce qui fait le plus de gauche en fait à l'époque. Hein. Ce que ça pourrait être aujourd'hui, c'est vraiment le NPA, quoi. Et bref, la SFIO regroupe tous les socialistes, donc sous l'égide de Jean Jaurès. Et à ce moment-là, en 1905, donc, ils se disent au congrès qui crée la SFIO qu'ils vont arrêter l'alliance en fait, qui était qu'une alliance électorale en fait. Encore une fois, c'est pas une alliance gouvernementale puisque aucun socialiste n'avait intégré le gouvernement républicain. Le plus grand moment de scission, c'est peut-être le congrès de Tours. C'est en 1920 et c'est là que les communistes s'autonomisent de la SFIO justement. C'est-à-dire que les communistes, en fait la SFIO se sépare véritablement entre les communistes et la SFIO. La SFIO qui va dès lors regrouper les socialistes en fait de gouvernement un peu, qui sont aptes à gouverner, qui sont un peu moins disruptifs, et les communistes, ça va regrouper donc les subversifs, hein, ceux qui veulent renverser le régime en place, voilà, qui veulent instaurer l'URSS en France, hein, c'est la collectivisation, etc. Alors que la SFIO, bon, elle est toujours marxiste, hein, mais elle n'en est pas à ce point-là. Évidemment, il y a mai 68 qu'on pourrait analyser comme la séparation entre un bloc de gauche bourgeois, élitiste, voilà, donc les étudiants, et un bloc toujours traditionnel, communiste, ouvrier, syndical. Mais bon, ça c'est un peu battu en brèche par l'historiographie, mais ça pourrait rentrer dans mon analyse. Cette division partisane que je viens de vous présenter, elle se double en fait d'une division idéologique qui pose un problème lorsque ces deux gauches sont réunies et qu'elles gouvernent ensemble. En fait, elles sont souvent décevantes, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas, ces deux tendances, à concilier la réforme et la subversion du régime en place, du système. C'est un peu le problème de comment rester deux gouvernements tout en appelant cette rupture, ce changement de régime, l'URSS, quoi. Parfois, la gauche gagne ensemble les élections, mais après se pose la question de comment gouverner pour ne pas que le peuple soit déçu, en fait. Parce qu'on a promis de grandes réformes, de grands changements, et finalement on est enserré dans le cadre de l'État libéral. Voilà, donc il y a la dette, les impôts, le déficit, etc.
On le voit bien encore aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que si, là, aujourd'hui, le NFP arrive au pouvoir, il aura du mal à faire appliquer ses réformes. Et donc, c'est ce problème-là. C'est le problème de « je promets quelque chose d'incredible, un changement total, et après, je ne peux pas l'appliquer, quoi. » La gauche est donc lourdée de contradictions. Et je vais citer Michel Vinocq. Entre ses discours maximalistes et les sommations de la réalité sociale, contorsion de Léon Blum théorisant à grand-peine la différence entre conquête et exercice du pouvoir, parce qu'il a déçu, naufrage de Guy Mollet, ruse de François Mitterrand, vitupérant l'argent roi, tout en donnant des gages à la bourse. D'ailleurs, François Mitterrand, c'est celui qui fait quand même le tournant libéral de la rigueur en 83, ce qui a été tout sauf de gauche. Et justement, on peut dater de la Première Guerre mondiale un changement en fait dans la culture de la gauche, un basculement qui fait qu'elle va passer d'une culture de gouvernement républicaine, Gambetta, Jules Ferry, encore une fois, à une culture subversive. Donc sous l'influence des socialistes communistes, marxistes, de la puissance de la CGT, donc des syndicats qui veulent la révolution, quoi. Même les quelques poussées anarchistes, eh bien la gauche va devenir incapable, dans son imaginaire, dans sa culture, de gouverner un État libéral. C'est-à-dire que dorénavant, elle ne prendra le pouvoir que comme un pis-aller, en fait. Du moins, quand je parle de la gauche, l'ensemble de la gauche. En fait, l'ensemble de la gauche est un peu contaminé par les idées de la gauche radicale. Ça s'est donc constitué en culture commune de la gauche, cet esprit subversif. Et c'est à ses dépens politiques, en fait. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon et l'AFI, qui refusent de participer par principe à un gouvernement transpartisan, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils veulent rester 100% purs, 100% de gauche radicale. Voilà, et après ils bordélisent, etc. Et ils ne jouent pas le jeu avec les autres formations. Pourtant, et c'est là le paradoxe, c'est que la gauche ne gagne que quand elle est alliée, ou quasiment. Alors que la droite, souvent, elle part divisée, et elle bénéficie de différents ralliements de faits qui font qu'elle gagne. Ainsi, le bloc des gauches en 1902 ou le cartel des gauches dans les années 20 ont été de grandes réussites, donc j'ai déjà parlé du premier. Le second, bon, c'est à peu près la même idée en fait. Après, il y a bien sûr l'aventure du Front Populaire. Le Front Populaire, en 1935-36, c'est l'alliance entre les communistes, les socialistes et le Parti radical, donc la gauche caviar. Et évidemment, comme vous le savez tous, c'est dans la mémoire collective, ça a été une grande victoire. Ils ont gagné, ils ont gouverné ensemble, et malheureusement ça n'a pas tenu longtemps, puisque comme je l'ai dit auparavant, il y a une contradiction. Lorsque la gauche gouverne, voilà, elle a un petit paradoxe interne en fait, une petite dissonance cognitive à l'intérieur. Là. On pourrait penser que la 4ème République infirme mon propos. Cependant, la 4ème République, qu'est-ce que c'est ? C'est l'exclusion du jeu politique des communistes et des gaullistes, c'est-à-dire les quasiment deux plus grandes forces en fait politiques. Et donc là, évidemment, la gauche peut gagner seulement avec la SFIO et le Parti radical, puisque en fait est vachement réduit le champ des possibilités politiques. L'exemple, par contre, du programme commun de 1974 est un bon exemple, puisque bien qu'il ne gagne pas les élections, cette alliance entre communistes et socialistes, donc François Mitterrand qui sera le candidat unique de la gauche, eh bien, ils auront été déjà tout près de gagner. Et même si, lorsqu'ils gagnent François Mitterrand plus tard, en 81, ce n'est pas avec un candidat unique, mais il a repris le programme commun pour en faire les 110 propositions pour la France. Et en fait, le programme commun, c'était sûrement l'un des programmes les plus importants, qui est encore le plus dans la mémoire aujourd'hui, car c'est un programme à la fois du Parti communiste et de la SFIO, enfin du PS, et du Parti radical d'ailleurs, mais on s'en bat les couilles, le Parti radical ça a disparu. Aujourd'hui, le rap il a changé. Et le champ politique aussi. En fait, la victoire de François Hollande et même d'Emmanuel Macron, ça intervient dans un tout autre contexte, puisque il y a eu la chute de l'URSS. Je ne sais pas si vous étiez au courant, le mur de Berlin est tombé la semaine dernière. Et donc, avec ça, le communisme en France et en Europe, et ses partis, ses représentations politiques, se sont effondrés, hein, tout simplement. À partir de ce moment-là, le PS a été en France hégémonique, et d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe, c'était le cas. Et il y a une partition binaire qui s'est installée entre, en France, l'UMP, donc la droite tradie, Sarkozy, Chirac. C'est du sérieux. Et le Parti Socialiste, donc François Hollande. Et donc, les deux tendances que j'ai exposées, la tendance de gauche radicale, subversive, et la tendance plus réformatrice, plus modérée, plus consensuelle, elles vont se redistribuer dans le champ politique français. C'est ainsi qu'on en arrive aujourd'hui à l'AFI. C'est absurde, vous comprenez ? Non. Pouf. Qui incarne clairement cette gauche plus radicale, plus subversive. Voilà. Elle parle quand même de programmes de rupture, etc. À côté, il reste encore le PS. D'ailleurs, le PS qui s'est récemment divisé ces dernières années entre ceux qui sont un peu pro-NUPES, pro-NFP et les autres. Alors les autres, c'est exactement ça. C'est exactement cette gauche réformatrice qui ne veut pas
de cette subversion voilà, qu'incarne la France insoumise. Et au milieu, bien sûr, il y a le nouvel acteur, c'est les Verts. Et je ne parle pas du reste des partis de gauche qui sont tout à fait insignifiants. Et donc, à la manière de l'alliance historique du Front Populaire, eh bien, on a eu le NFP et la NUPES. Qu'est-ce que ça a donné? Finalement, le NFP a gagné les élections, quoi qu'on en dise, a gagné les élections législatives, sans majorité certes. Mais voilà, alliés, la gauche gagne, c'est tout. Je finirai en disant que notre système constitutionnel, il ne marche bien qu'en cas de majorité à l'Assemblée. Et que, de ce fait, en l'absence du fait majoritaire qui se délite ces dernières années, eh bien, il va falloir qu'on entre en France dans une logique de coalition, du moins pour les partis politiques, hein. C'est-à-dire faire comme en Allemagne, etc. Enfin ça, on en parle déjà depuis un certain temps. Sauf que cette division entre la gauche, donc 100% pure, et la gauche qui accepte d'être consensuelle, d'être modérée, eh bien, va peut-être empêcher justement cette logique de la coalition. Et donc ça pose encore problème aujourd'hui. On a donc toujours une gauche qui tente d'être sans compromission. C'est là que je voulais en venir. Le vieux clivage que j'ai exposé, qui est historique, se vérifie toujours. Fin de vidéo. Mais vous pouvez aller voir ma vidéo sur Georges Marchais. Ça, c'est un vrai mec de gauche subversif, hein. C'est pas de la gnognotte. D'ailleurs, on a fait un super petit montage. Enfin, vous verrez. Ou les 7 vérités sur l'extrême droite. Vidéo que même les gens d'extrême droite disent qu'elle est parfaite. Que je dis juste la vérité, la véritable vérité véridique en 2 minutes. Hein. Donc bisous, les zoupettes.